Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée à Watchmen épisode 4. Je vous invite à plonger dans les mystères, les références, les thématiques avec lesquelles cette série continue de jongler avec une certaine désinvolture, même si cela ne peut cacher le brio aussi bien du scénario que de la réalisation. Cet épisode 4 semble éclore comme un gros œuf avec son titre dégoulinant. Entre le cours de cuisine du premier épisode, les œufs mangés brûlants par Will Reeves, on retrouve là une thématique de fond de la saison qui nous parle de lignée, d'héritage, de parents et d'enfants, du clonage, d'arbres généalogiques et du fardeau du passé. Le couple Clark a une ferme et essaie de subsister en vendant des œufs. Madame Clark lit Fog Dancing et c'est un livre fictif et surtout un clin d'œil en profondeur aux comics puisque l'auteur de Fog Dancing dans l'univers de Watchmen n'est autre que Max Shea, l'auteur du comics à l'intérieur du comics, Tales of the Black Freighter, une histoire de pirate. Et on peut même ajouter que Max Shea a travaillé avec beaucoup d'autres artistes et scientifiques, sans le savoir, sur la conception et la production de cette fameuse fausse pieuvre interdimensionnelle psychique que Adrian Veidt a larguée ensuite sur New York pour mettre fin à la menace d'une apocalypse nucléaire. Et Max Shea, comme tous ceux qui ont travaillé sur le projet, est mort dans l'explosion d'un bateau, une explosion causée par Adrian Veidt évidemment. Et si Monsieur Clark sauve un œuf, on peut y voir le signe qu'il sera le premier à accepter l'offre terrible de Lady True un peu plus tard avec cet enfant, car même si les Clark sont amoureux, un enfant manque à leur bonheur, tout comme il manque le cœur de leur puzzle. Et d'ailleurs ce n'est pas un œuf au plat en haut à droite, non, mais bien la lune du tableau La Nuit étoilée de Van Gogh. Et concernant celle que j'appellerai dorénavant Lady True pour rester fidèle à la prononciation proposée par la série, eh bien j'avais déjà évoqué ce personnage dans la vidéo consacrée aux épisodes 2 et 3. Il s'agit d'un personnage à la fois historique et mythique du Vietnam, et surtout célèbre pour sa lutte contre les envahisseurs, notamment chinois. On peut remarquer que des éléphants d'ivoire décorent le sablier de Lady True, et justement la True mythique chevauchait un éléphant. Si Lady True ne laisse pas vraiment le choix aux Clark, c'est évidemment parce qu'elle sait que quelque chose est sur le point de s'écraser sur leur terrain depuis l'espace. On pense forcément à Superman, d'autant plus avec le nom Clark, tout droit repris de Clark Kent. Et après tout, on sait bien que le Dr Manhattan, c'est un peu, même carrément, le Superman de l'univers Watchmen, et du coup on peut vraiment se demander si ce n'est pas le Dr Manhattan en personne qui est venu s'écraser sur ce terrain, qui n'était donc plus celui des Clark, puisque la signature avait eu lieu, mais bien celui de Lady True. Et en allant un petit peu plus loin, on peut aussi se demander si Lady True n'a pas édifié sur le site de la chute la fameuse tour géante de l'horloge du Millennium. Et puis en y réfléchissant, quoi de mieux pour maintenir les États-Unis dans l'illusion que le Dr Manhattan est toujours sur Mars que de proposer des cabines bleues pour lui laisser des messages. Concernant l'ingénierie génétique, on sait qu'elle était déjà avancée en 1985 grâce à Adrian Veidt, qui avait notamment créé son lynx domestique, Bubastis, dont Topher semble d'ailleurs avoir une peluche qui n'est plus de première jeunesse. Ensuite, on a donc Angela qui détruit les preuves qui la relient à Will, son grand-père, mais on sent que cette question la travaille en profondeur au point qu'elle va user et abuser de ses privilèges de policière pour s'introduire de nuit dans le centre consacré aux ancêtres, à l'hérédité, pour obtenir les réponses à ces questions. Elle rejette Will et pourtant le plan saisissant de la surimpression de leur visage vient souligner qu'ils ont beaucoup en commun, surtout si Will est révélé comme un ancien justicier et probablement Hooded Justice. Bien évidemment, la voiture d'Angela qui tombe du ciel ne vient faire que renforcer les soupçons que Laurie a à son égard, et d'autant plus que les empreintes de Will sont remarquées sur la voiture, et on apprend que Will était donc policier dans les années 40 et 50 avant de disparaître de la circulation, ce qui vient encore renforcer un lien possible avec Hooded Justice. Le petit déjeuner familial nous permet à nouveau de nous interroger sur Cal, l'énigmatique et flegmatique mari d'Angela. Sa vision de la mort et sa façon de la présenter aux filles peut faire penser au Dr Manhattan si on y ajoute la mention d'un accident le concernant au Vietnam et le mystère entourant la survie d'Angela à la fameuse nuit blanche quand la 7e cavalerie avait attaqué. On peut sérieusement se poser des questions au sujet de Cal. Comme vous l'aurez compris, j'ai donc de sérieux doutes quant à la véritable identité de Cal, le mari d'Angela, même si pour le moment il me semble un peu plus sensé d'imaginer que le demi-dieu bleu, le Dr Manhattan, est bien sous le site de la tour de l'horloge du Millennium, et difficile de l'imaginer menant une petite vie de famille pépère avec Angela. Mais bon, on sait aussi que le Dr Manhattan est a priori capable d'être à plusieurs endroits en même temps, même si je l'imaginerais pour le moment plus comme étant restreint par la technologie de Lady True. Le passage d'Angela chez Looking Glass nous confirme deux choses. La première, c'est que le gars est vraiment bizarre, et sans doute un conspirationniste ou survivaliste, mais la seconde, c'est qu'il est aussi profondément capable d'empathie, et ce même envers des extraterrestres en forme de calamar,
c'est le gars sûr d'Angela et de mon point de vue, il reste sans doute le personnage le plus aimable de la série. Le moment le plus inattendu de l'épisode reste sans doute l'apparition de Lubman alors qu'il observe Sister Night balancer l'épreuve du passage de Will dans sa fausse boulangerie. Quand l'homme mystère s'asperge de lubrifiant et passe dans les égouts, on peut dire que la scène est aussi étrange qu'il la rende. Et du fait de certaines similitudes au niveau du physique, certains pensent que c'est l'agent Dale Petey qui se cacherait sous le costume de Lubman, mais pour l'instant je ne verrai pas forcément la logique. Concernant maintenant le sénateur Keene Jr., il sait pertinemment qu'Angela est Sister Night, comme il le savait déjà lors de leur première rencontre, ce qui laisse supposer qu'il a accès à des informations confidentielles et pourrait parfaitement être de mèche avec la 7e cavalerie, comme on le supposait depuis le 3e épisode. Quand l'agent Dale Petey vient murmurer à l'oreille de Laurie, il est intéressant de noter que le spectateur, tout comme Angela, ignore quel lien a été établi entre la voiture de celle-ci et l'entreprise True. Sur le trajet, l'attitude frontale de Laurie est toujours aussi amusante et notamment sa façon d'aborder la question du traumatisme qu'on trouve, d'après elle, toujours derrière le choix de porter un masque. Dale Petey révèle donc le passé des parents de Laurie Blake avec la violente tentative de viol du comédien sur le premier Spectre soyeux qui a néanmoins accepté plus tard d'avoir un enfant avec lui. Puisque je vous parlais à l'instant de Dale Petey, c'est le moment d'évoquer la mise à jour hebdomadaire du site compagnon de la série, le Peteypedia, et on y trouve donc cette semaine la retranscription partielle de l'interrogatoire de Laurie lorsqu'elle a été appréhendée par la police en 1995, alors qu'elle avait encore une activité de justicière et qu'elle venait de mettre fin à une tentative d'attaque terroriste. On y découvre que Dan Dreiberg, le hibou numéro 2, avait refusé de parler et que son entreprise, Merlin Corp, fournissait déjà des machines volantes inspirées de la sienne aux forces de l'ordre. On découvre aussi, ce qui confirme une supposition que j'avais faite dans la précédente vidéo, que Laurie a négocié sa liberté en échange d'aveux sur ce qui s'est vraiment passé lors de l'apparition de la pieuvre géante sur New York le 2 novembre 1985. On a aussi un plan de la formidable machine que Dan Dreiberg a fabriquée spécialement pour reprocher à Laurie son attachement au Docteur Manhattan. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais pour ce qui est de l'arrivée et de la visite de la tour du Millennium Clock, vraiment pour moi j'ai eu l'impression de la visite de la base d'un grand méchant de James Bond et j'ai adoré cette impression. Entre les drones géants high-tech et l'ambiance très chelou, ça a apporté un vrai plus à l'épisode en ajoutant encore une couche d'intérêt supplémentaire à la série. Lady True a donc installé un vivarium pour respecter d'une certaine façon sa promesse à sa mère mourante de ne jamais quitter le Vietnam. En effet, comme je vous le disais dans la précédente vidéo, le Vietnam allait forcément jouer un rôle assez important dans cette saison, puisqu'il faut rappeler que le Vietnam a été annexé par les États-Unis jusqu'à en devenir le 51e État, suite à la victoire des États-Unis dans la guerre du Vietnam, dans cette version parallèle du monde qu'est celle de Watchmen, et ce grâce à l'intervention du Docteur Manhattan. Et on peut rappeler que l'une des scènes les plus marquantes du comics vient justement avec un souvenir du Docteur Manhattan, alors qu'Edward Blake, le comédien, rejetait une Vietnamienne qu'il avait mise enceinte, se faisait taillader le visage par elle et la battait froidement en représailles. Alors c'est vrai, on pourrait éventuellement penser à un lien direct entre cette scène très marquante du comics et l'origine de Lady True, qui pourrait éventuellement être cet enfant qui aurait été sauvé hors case des comics de façon assez miraculeuse. Et puis aussi, il faut rappeler qu'à la suite de cette scène, eh bien, Edward Blake, le comédien, avait souligné auprès du Docteur Manhattan qu'au final, il était quasiment aussi responsable que lui des atrocités commises au Vietnam, dont la mort de cette pauvre jeune femme enceinte, puisqu'avec ses pouvoirs, le Docteur Manhattan aurait pu tout faire cesser d'un claquement de doigts ou presque. Quoi qu'il en soit, Lady True fait passer à Angela un message sur les pilules. Il s'agit clairement d'une tentative d'influence, comme on en a ensuite la confirmation lors de la discussion entre Will et True. Ces pilules pourraient avoir un lien avec un processus de mémoire, ce qui correspond étrangement au traitement en intraveineuse de celle qu'on nous présente comme étant la fille de Lady True. Sur la base de ce qu'on sait actuellement, l'hypothèse qui me semble la plus probable, c'est que Bayan est en réalité un clone de Lady True et qu'on tente de compléter ce clonage génétique par un espèce de clonage de la mémoire, en tout cas un transfert des souvenirs de Lady True dans le cerveau de Bayan. Ça fait un peu froid dans le dos. Autre possibilité, mais que je trouve personnellement bien moins convaincante, c'est que la jeune Bayan aurait des pouvoirs psychiques, qu'elle aurait donc des visions aussi bien du passé que du futur, je n'en sais rien. Il faut dire que les pouvoirs psychiques existent dans l'univers de Watchmen, puisque dans le plan d'Adrian Veidt de 1985, eh bien, il avait récupéré le cerveau d'un voyant très puissant de l'époque pour permettre à la fameuse pieuvre de déverser cette onde psychique qui a tué des millions de personnes à New York. Ce qui est certain, c'est que Lady True a posé les bases de son empire sur celui d'Adrian Veidt, dont elle dispose d'une statue étrangement ressemblante, tout en parlant de lui au présent. Quant à la phrase prononcée par Lady True à l'inauguration de l'horloge millénaire, une phrase que Dale Petey nous avait rappelée dans l'épisode précédent, eh bien c'était « Voyez mon œuvre, ô puissant et désespéré ». C'est non seulement tiré du poème Ozymandias de Percy Shelley, mais elle ressemble surtout à une puissante mise en garde adressée aussi bien au Docteur Manhattan qu'aux États-Unis en général.
En effet, on peut supposer que si Will et Lady True sont alliés, c'est sans doute en représailles de ceux qui ont détruit leur monde natal en quelque sorte, Tulsa pour Will et le Vietnam pour Lady True. Et on peut encore ajouter à tout ce faisceau d'indices la présentation que Lady True fait de la tour de l'horloge du millénaire, à savoir la première merveille d'un nouveau monde, et qui dit nouveau monde dit souvent extinction d'un monde ancien. Du côté d'Adrian Veidt justement, on le retrouve dans une scène très perturbante alors qu'il choisit des nouveau-nés dans un lac de culture de clones apparemment. Il les voit purement et simplement comme des choses, des outils, même si l'appareil permettant leur maturation nous rappelle encore la forme omniprésente de l'œuf dans l'épisode. Sachant qu'on avait appris directement de la bouche d'Adrian Veidt qui n'était pas à l'origine de la création de ces clones, on peut a priori l'attribuer soit au Dr Manhattan, soit à Lady True, et j'ai clairement tendance à pencher vers la seconde solution. Les nouveaux essais de Veidt avec sa catapulte et la façon dont les corps disparaissent soudainement permettent de confirmer qu'il est certainement maintenu prisonnier dans une sorte de biodôme à la surface d'un astre, que ce soit la Lune ou encore Mars. Et puisque maintenant j'ai plutôt tendance à penser que Adrian Veidt serait le prisonnier de Lady True que de Dr Manhattan, je suppose que la Lune serait plus accessible à la technologie humaine, aussi avancée soit-elle pour les industries True. Ceci dit, il me paraît intéressant de rappeler que la technologie de la téléportation avait été inventée par Adrian Veidt en 1985, encore une fois pour la fameuse pieuvre géante, du coup tout est possible. Le massacre commis par Veidt sur ses serviteurs nous en dit long sur la soirée qu'il a certainement passé en costume d'Ozymandias. On a aussi la confirmation qu'Ozymandias est prisonnier depuis 4 ans, ce qui confirme mon impression que ces scènes se situent dans le passé, sachant que sa disparition date de 2012, c'est au bout de 7 ans qu'on le retrouverait au présent, à la même époque que les autres personnages. Et je dois dire que j'imaginerais bien une espèce de bataille entre les deux vieux super-héros à la retraite ou à la super retraite, avec Will Reeves d'un côté et Adrian Veidt de l'autre. Alors c'est vrai qu'Adrian Veidt a genre au moins 20 ans de moins que Will Reeves, mais bon, Will Reeves est capable encore de monter 90 kg à bout de bras apparemment, donc ça pourrait promettre. Quand Angela interroge Cal sur la visite de Laurie Blake, son mari est en train de lire Tout s'effondre, un livre de Chinua Achebe, un écrivain dont l'œuvre est fondamentale dans l'expression littéraire africaine à résonance mondiale. Le titre de l'épisode, If You Don't Like My Story, Write Your Own, est directement tiré de ce livre qui traite des effets culturels dévastateurs de la colonisation. Encore un indice, s'il en fallait un, que la question raciale ou encore celle du Vietnam seront au cœur de la suite des événements de la saison. Alors je suppose que certains pourraient se plaindre et dire que ces sujets ne concernent que les États-Unis, contrairement à la menace nucléaire mondiale qui pesait dans le comics de 1985, mais il me semble que la capacité des humains ou leur incapacité à cohabiter pacifiquement et intelligemment entre des gens de culture et d'origines différentes est pourtant un sujet majeur de l'avenir de l'humanité. Comme j'ai pu l'indiquer sur Twitter aussi bien que sur l'onglet communauté de la chaîne, j'ai décidé de ne traiter la série Star Wars disponible sur Disney+, The Mandalorian, que lors de sa sortie officielle et légale en France, c'est-à-dire le 31 mars prochain. En effet, je le fais dans le respect de celles et ceux parmi vous qui préfèrent regarder légalement cette série, et puis aussi en faisant attention à ce qu'il pourrait advenir de la chaîne en cas de sanctions qui pourraient être décidées par Disney, la branche américaine, pour les chaînes YouTube qui diffuseraient des éléments de la série alors qu'elles sont dans un pays qui n'est pas encore censé y accéder. Concernant les prochaines vidéos, sachez que je n'ai absolument pas oublié His Dark Materials à la croisée des mondes, que j'espère traiter cette semaine, même si je n'ai pas encore un jour précis en tête, et aussi Kingdom, que je n'ai pas oublié, un manga que j'adore et auquel je voudrais vraiment consacrer une vidéo dans les jours prochains, la semaine prochaine éventuellement. Et puis si vous avez apprécié cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si ce t-shirt vous a tapé dans l'œil, eh bien vous trouverez un lien en description de la vidéo. Et puis je vous dis tout simplement à très vite pour de nouvelles aventures.